Bonjour, hi, welcome to today's presentation, mise en commun des forces philanthropiques pour stopper la pandémie au Québec. My name is Stephanie Butt from the Jaroslawski Foundation. Please note that only the panelists can be heard. All participants have been muted. Before we move on to the presentation, I would like to go over a few things, including at the bottom of your screen, there is a chat function, which many of you have already sent us messages, as well as a Q&A function. You can send us some questions. Elles peuvent être envoyées en français ou en anglais. Et à la fin de la présentation, nous allons y répondre. Si on ne répond pas à votre question lors de la présentation, nous ferons un suivi avec vous suite à la présentation. So I will, je vais céder la parole to my friend Claude Pinard from the Saputo Foundation. Tu ça en français ou en anglais qu'on parle? On fait ça en français. OK. Bonjour, bonjour tout le monde. Plaisir d'être ici ce matin et de vous rencontrer virtuellement. On m'a demandé de parler un peu pourquoi ou comment les fondations Jaroslawski, Monson, Trottier, Saputo se sont mises à travailler ensemble sur la question du COVID. Je dois vous dire que les travaux entre les fondations Jaroslawski, Monson et Saputo étaient débutés bien avant la COVID. On travaillait déjà sur différents projets de collaboration avec éventuellement le gouvernement. On avait certains mêmes projets qui étaient en marche avant l'arrivée du COVID. Mais lorsqu'est arrivé le COVID, on s'est dit qu'il faudrait peut-être un peu faire en sorte de shifter, excusez-moi le mot anglais, mais shifter un peu notre focus sur la crise que l'on vivait à ce moment-là. On a, par les contacts, entre autres d'Ève chez Jaroslawski, on a immédiatement été en contact avec la Fondation Trottier et Fondation Philanthropique Canada, dans le but de voir si on pouvait coordonner une certaine réponse de nos fondations vers la crise du COVID et le faire de façon à ce que les interventions soient non seulement basées sur le COVID, mais structurantes pour les quartiers dans lesquels on allait intervenir. Il est arrivé au même moment, bon, la crise telle qu'on la connaît, les enjeux tels qu'on les connaît et tels qui se sont présentés. On a vu rapidement des foyers d'éclosion un peu s'installer un peu partout. Bon, naturellement, on ne fera pas l'histoire par rapport au CHSLD, mais on a vu également, entre autres, un quartier de Montréal, durement touché, qui était Montréal-Nord, et nous avons assez rapidement utilisé la situation à Montréal-Nord de la bonne façon, je dirais, utilisé dans le but de voir comment on pouvait concerter les efforts et faire en sorte d'arriver avec un plan qui soit bottom-up. Donc, non pas arriver avec l'approche philanthropique là, sur un cheval blanc en disant « nous avons les solutions », mais essayer de travailler en concertation avec les organisations locales dans le but de bâtir un plan qui allait répondre aux besoins tels qu'identifiés par les gens qui vivaient la situation. Alors, ça a amené à plusieurs discussions, naturellement, plusieurs rencontres virtuelles, mais il y avait vraiment une volonté de la part des fondations de travailler ensemble sur l'établissement ou la construction de l'édifice de la collaboration communautaire à Montréal-Nord. Donc, de venir donner un coup de main à des acteurs qui étaient déjà super engagés sur le terrain et qui pouvaient peut-être bénéficier soit de sous, soit de conseils, soit d'appui. Et surtout, et vous allez voir tantôt sur le genre de travail que nous avons fait qui était sur cinq volets en particulier, d'aller de l'influence à la décision, au financement. Donc, on s'est dit on peut intervenir dans un quartier qui est, disons, durement touché et qui, pour certaines personnes, était peut-être un peu laissé pour compte. Et laissé pour compte dans la mesure où, historiquement, Montréal-Nord vit des problèmes qui sont un peu, disons, systémiques par rapport à la présence même de financement de fondations philanthropiques ou de grands groupes qui peuvent financer. Donc, notre intérêt était de voir comment on pouvait faire une différence rapidement avec les acteurs du milieu, bottom-up, et je dois vous dire que la collaboration au niveau des fondations là-dessus était absolument extraordinaire. Ce qu'on a fait dès le début,
ça a été d'embaucher Félix-Antoine Véronneau, qui avait une expérience internationale en aide humanitaire, entre autres. On a découvert que Félix était absolument capable, lui, de prendre une journée de 24 heures et de l'allonger en 30 heures. Donc, on ne sait pas combien d'heures par jour il travaillait, mais son rendu de travail a été exceptionnel. Et l'idée, c'était de se mettre en contact avec l'ensemble des organisations qui œuvraient déjà sur le terrain. Donc, on n'essayait pas de prendre la place du gouvernement ou prendre la place de personne d'autre. Donc, c'était vraiment un travail de collaboration, non seulement avec les fondations, mais avec Santé publique, le CIUS, Centraide, la Fondation du Grand Montréal, les organisations, disons, subventionnaires traditionnelles et avec les gens du milieu. Fait que, donc, c'est un peu ce qui a motivé les fondations à se mobiliser et à mettre leur effort en commun. Puis aujourd'hui, je pense que vous allez voir un peu l'évolution, vous allez pouvoir entendre également un témoignage, vous allez voir l'évolution du genre de travail qu'on a pu faire. Et je pense qu'on est définitivement dans la bonne voie pour donner un coup de main, non seulement à Montréal-Nord, mais à d'autres quartiers Montréal qui ont été identifiés. Merci Claude, merci pour ces bons mots. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce matin, en ce début juillet. Vous vous rappelez peut-être ceux qui étaient là la dernière fois, c'était un 8 mai et on était vraiment en pleine crise, en pleine pandémie. Les choses se sont heureusement améliorées depuis, mais on va voir ce matin ensemble qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On s'est donné comme regroupement de fondations l'objectif ambitieux de stopper la pandémie de COVID-19 au Québec, de contribuer à cette grande tâche. Et on est persuadé qu'elle n'est pas terminée et qu'il faut continuer à agir. Et c'est pour ça qu'on vous a réunis ce matin. Sans plus tarder, je vais aller directement dans la présentation d'aujourd'hui. Une présentation qui, en fait, a été conçue aussi pour vous la partager par la suite. Donc, vous allez voir qu'il y a peut-être plus de contenu qu'une simple présentation. Donc, c'est fait pour que vous puissiez l'utiliser comme référence. Je saute tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi continuer ce travail? En fait, on se demande tous, est-ce qu'on s'en va vers une deuxième vague de COVID-19 au Québec? Alors, j'aimerais d'abord commencer par vous donner un aperçu de la situation au Québec et ailleurs dans le monde. Vous l'avez sans doute constaté, mais ces graphiques sont assez parlants. Le Québec a été un des endroits les plus touchés du monde occidental, autant en termes de cas confirmés et malheureusement en termes de mortalité. Heureusement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où le nombre de cas est en forte baisse. On est dans une situation où, comme vous pouvez le voir, le plateau a été assez long, mais finalement, ces derniers jours, le nombre de cas oscille entre normalement 30 et 60, ce qui, dans d'autres pays, serait néanmoins considéré élevé. Donc, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Et ce qu'on constate aussi qui est assez préoccupant, c'est la situation chez nos voisins américains qui, eux, en fait, n'ont même pas réussi encore à passer cette première vague et qui sont déjà en train de monter à un autre pic. Étant donné la proximité de nos frontières, c'est quelque chose qu'il faut surveiller attentivement. Et puis, d'autres pays dans le monde ont bien réussi à s'en sortir. Par contre, on remarque qu'il y a maintenant des éclosions majeures qui se produisent dans ces pays qui étaient cités en exemple. En Chine, notamment, dans la deuxième semaine de juin, vous avez peut-être vu qu'on a reconfiné 21 quartiers à Pékin, on a fermé les écoles. En Allemagne, le 17 juin, on a reconfiné 645 000 personnes dans l'ouest du pays. Et à Berlin, c'est 370 familles dans un quartier qui ont été reconfinées. Le Portugal, qui était vu comme un des lieux qui avait le mieux géré la crise en Europe, a aussi, il y a à peine quelques jours, reconfiné 700 000 habitants de 20 quartiers de la banlieue de Lisbonne. Alors, qu'est-ce que ça nous illustre, cette situation-là? C'est que même des pays qui avaient mis en place
des systèmes de réponse adéquats pour rapidement éradiquer la maladie se trouvent aujourd'hui dans une situation où ils ont périodiquement à intervenir pour ne pas que la crise se perpétue. Ici, je voulais citer la scientifique en chef de l'OMS qui disait « Il y a toutes les chances d'une résurgence du virus alors que les économies s'ouvrent à nouveau. Nous ne savons pas si ce sera une deuxième vague, un deuxième pic ou la continuation de la première vague. » Vous voyez qu'avec les exemples de pays que je vous ai montrés plus tôt, il y a différentes configurations. Au Québec, donc, on est persuadé qu'il faut continuer à améliorer notre réponse à la pandémie pour réussir définitivement à s'en sortir. Alors, comment sommes-nous intervenus? La dernière fois, on avait regardé des pistes d'intervention ensemble. Qu'avons-nous fait depuis? Je reviens rapidement sur notre modèle qui avait été inspiré du modèle de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, on avait identifié 5 types d'interventions principaux ou portefeuilles, comme on les avait appelés. Premièrement, coordination et influence. Alors, dans ce type d'intervention, on a le soutien aux cellules de crise qui se sont constituées un peu partout sur le territoire du Québec, notamment au niveau municipal. Il y a le développement de plans d'action concertés dans ces mêmes cellules de crise pour que les acteurs puissent travailler en coordination, en partenariat efficace. Et ensuite, un plaidoyer auprès des autorités pour améliorer les interventions. Ça, j'y reviendrai, mais on a fait plusieurs de ce type d'interventions-là au niveau provincial, au niveau municipal et même au niveau fédéral. L'autre type d'intervention, c'est la prévention et le contrôle des infections. Alors, à ce sujet, on intervient sur la communication des risques, sur la mobilisation de la population, la distribution des équipements de protection, notamment les masques, la protection des espaces communs. Donc, ça peut être notamment les espaces de travail, mais ça peut être aussi de protéger les familles quand il y a quelqu'un qui a besoin notamment de s'isoler dans une maison ou à l'extérieur. Donc, l'isolement sécuritaire des malades et leurs contacts. Le troisième type d'intervention, c'est la détection. Alors là, c'est tout ce qui touche aux tests de laboratoire, à la surveillance épidémiologique pour qu'on sache où sont les cas sur le territoire et la gestion des cas et des contacts, donc l'appel par les enquêteurs de ces personnes pour savoir avec qui ils ou elles ont été en contact et pour essayer de retracer donc tous ceux qui seraient à risque. Le quatrième type d'intervention, c'est le traitement, donc ceux qui ont été touchés par la maladie. Et là, ça peut être autant physique, donc la prise en charge des malades dans les institutions de santé, ou la santé mentale et le soutien psychosocial. Et enfin, un autre type d'intervention que nous, on avait ajouté, c'était un axe sur la recherche et l'innovation. Alors, dans ce type d'intervention, on avait des enquêtes auprès de la population, qui peuvent être des sondages ou des groupes de discussion, la recherche scientifique, soit en santé ou en sciences humaines, le partage et la vulgarisation des résultats de recherche et l'introduction aussi de nouvelles technologies. On a décidé de déployer ces types d'interventions en 2 volets. Un volet territorial. Alors, l'idée derrière ça, c'était d'appuyer les acteurs qui étaient mobilisés pour répondre à la pandémie au niveau local. Donc là, ici, étant donné qu'on avait décidé de se focaliser dans la région montréalaise, on parle des arrondissements de Montréal. Et ce qu'on fait plus précisément, c'est qu'on soutient les démarches concertées autour de plans d'action qui sont formulés par les cellules de crise. Alors, ces plans d'action-là vont aider notamment à coordonner la mobilisation communautaire, s'organiser pour que ce soit les personnes qui sont dans le besoin, qui reçoivent les ressources, arrimer le domaine de la santé, donc le CIUS, la santé publique, aux acteurs communautaires, aux acteurs municipaux. Alors, les acteurs clés, on a la direction d'arrondissement, le CIUS, la santé publique, la table de quartier.
Dans plusieurs cellules, il y a Centraide qui est présente également. Alors ça, c'est pour le volet territorial. L'autre volet, c'est le volet thématique. Et dans ce volet-là, on a choisi des initiatives porteuses, des initiatives stratégiques pour résoudre la situation actuelle. Alors, je vous donne un exemple. On travaille actuellement pour augmenter la capacité de tests de dépistage au Québec. Alors, c'est une stratégie qui est en train de se mettre en œuvre avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, notamment sur la production d'équipements pour les tests. Et ce genre d'initiatives-là, si elles ont du succès, nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut aussi pouvoir les déployer si c'est pertinent au niveau territorial. Alors, dans ce cas-là, pour les tests, on est en train, à l'heure actuelle, avec l'Université de McGill, de travailler une stratégie locale de dépistage pour augmenter le nombre de tests qui sont faits dans les arrondissements montréalais. Je vais vous montrer, en fait, là où on a choisi d'intervenir. On a choisi 6 arrondissements prioritaires. Ces 6 territoires d'intervention, c'est ceux qui, en mai, une semaine après que nous nous soyons rencontrés, là, étaient ceux qui étaient les plus touchés à Montréal. Et on a pu voir que Montréal, à cette époque, était l'épicentre, non seulement au Québec, mais au Canada. Alors, ce choix nous apparaissait stratégique et nous permettait d'aller de l'avant pour tester certaines interventions clés. On a rapidement encouragé les cellules de crise à déployer leurs ressources pour créer ces plans d'action concertés. Je vais en partager un avec vous à la suite de cette présentation. Je pense que ça va vous illustrer de manière très claire là, ce que je suis en train d'expliquer. Puis ça va vous permettre également de le parcourir. C'est des documents assez volumineux. Là, on parle d'une trentaine de pages à chaque fois. Mais ça démontre tout le sérieux de la démarche. On parle d'acteurs comme l'arrondissement, la table de quartier, Centraide, le CIUS, la Direction régionale de santé publique qui ont travaillé de concert pour réaliser ce type de document. Ensuite, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dédoublement dans le financement, on consultait également Centraide et la Fondation du Grand Montréal pour s'assurer que les investissements communautaires des grands fonds dont ils sont responsables étaient faits de manière tout à fait complémentaire. Et enfin, de manière similaire avec la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge, on les a sollicités pour s'impliquer davantage dans ce volet territorial. La Croix-Rouge va soutenir au courant à débuter par à la mi-juillet Montréal-Nord, 3 plans d'action en renforcement de capacité des acteurs, notamment sur la capacité à se déployer sur le terrain pour faire de la sensibilisation et de la mobilisation communautaire. Alors, vous voyez sur cette carte les arrondissements. Celui où il y a déjà un appui en cours, c'est Montréal-Nord. Et tous ceux qui sont en jaune que vous voyez, c'est ceux qui sont ciblés pour appui. On a reçu déjà le plan d'action d'Unsick-Cartierville et les 4 autres arrondissements, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Villeray, Saint-Michel, Parc Extension vont nous les transmettre au courant de la semaine prochaine. Donc, on va avoir déjà ces 6 arrondissements clés qui vont pouvoir commencer à déployer leur plan d'action au courant du mois de juillet et on l'espère pour être prêt pour une deuxième vague. Avant de rentrer dans le plan d'action de Montréal-Nord, j'aimerais inviter Will Prosper qui est aujourd'hui avec nous. Will qui est fondateur de Woodstock, une organisation qui a été très, très active et qu'on a soutenue sur le terrain à Montréal-Nord pour qu'il nous explique justement son expérience, les défis et qu'est-ce qui reste à faire. Merci Félix-Antoine pour la présentation, puis merci à tout le monde d'être présent ici, puis de m'avoir invité aussi pour parler avec vous
J'aurais jamais cru, il y a même une année, de prendre la parole dans un événement de la sorte. Certainement pas par visioconférence, on s'entend avec la pandémie, mais auprès de fondations comme les vôtres. Donc, merci de me permettre d'avoir cet espace-là. Je vais faire un petit pas dans mon histoire, si vous me permettez, puis je vais essayer de respecter les 5 minutes aussi parce que je sais que je peux m'emballer parfois. Faut comprendre que moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Je suis passé à travers le système scolaire de Montréal-Nord. Et juste en traversant ces différentes étapes-là, on a ce qu'on appelle the lived experience, donc l'expérience vécue d'être dans un système scolaire où est-ce qu'on ne voit pas forcément la différence avec ceux des quartiers environnants, jusqu'à temps qu'on en sorte. Et une fois rendu au cégep, c'est là que ça m'a vraiment frappé de voir les différences de services que j'obtenais non seulement à l'école, non seulement aussi par les services des organismes communautaires, non seulement aussi par le peu d'accès à la culture, et ainsi de suite, et de voir que tout cet environnement-là, qui est très défavorisé ou qu'on défavorise, et je me ramasse à un autre endroit, puis je fais comme, wow, comment ça se fait qu'on n'a pas ce même type de service-là? Juste d'aller voir dans une école public, secondaire ou privé dans un autre quartier, ben on voit juste à travers le gymnase, parce que je participe au basketball beaucoup, qu'il y a des différences tellement frappantes et on se dit, ben, pourquoi on est délaissé pour compte parfois? Et c'est l'impression qu'on ressort en sortant de ce quartier-là. Et je me rappellerai toujours en allant au cégep, euh, j'ai rapidement vu la différence parce que tout le monde est mêlé ensemble. Donc, je suis allé au cégep Antique et en voyant des élèves qui provenaient de d'autres endroits, Brébeuf et ainsi de suite, ben, on se sent vraiment dans une position où est-ce qu'on a un manque de confiance et on réalise que les services qu'on a obtenus, on n'a pas le même type d'éducation. Donc, pour nous, pour poursuivre ces études-là, ben, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus difficile pour passer à travers toutes ces étapes-là. Et le décrochage, vite quelque chose vers lequel on va se raccrocher. Donc, quand on vit toutes ces réalités-là aussi de pauvreté, de manque d'accès aux services alimentaires et ainsi de suite, ben, rendu quelques années plus tard, qu'on a réussi à acquérir une certaine forme d'expérience, ben moi, dans mon cas particulièrement, ben je me dis, ben, il faut absolument que je me réimplique dans cette communauté-là parce que j'ai trop vu de gens quitter pour ne pas y retourner parce qu'il y a tellement de difficultés qu'on ne veut pas revivre. Et c'est pour ça qu'on a décidé un peu de fonder aussi Outstock de manière atypique aussi avec un jeune qui s'est fait abattre déjà il y a 12 ans de ça. Et c'est pas une situation qui peut être chère à beaucoup de personnes, mais pour nous, n'importe qui vit ce type de situation-là, ben c'est le reflet un peu du manque d'attention qu'on génère, puis du manque d'empathie, je dirais aussi, qu'on a l'impression d'avoir. Donc, Montréal-Nord, il y a plusieurs enjeux systémiques, bien sûr. Il y a des enjeux de transport, il y a des enjeux de racisme, il y a des enjeux de fracture numérique où est-ce que l'accès justement aux services numériques, que ce soit les outils technologiques, que ce soit le Wi-Fi, que ce soit plusieurs réalités, ben, c'est difficile parce que quand on a un taux de pauvreté aussi élevé dans un quartier, ben, le premier réflexe, c'est certainement pas de se doter d'un outil technologique. Quand on vit des enjeux systémiques, ben, les emplois, ça devient de plus en plus difficile. Le logement aussi, il y a des conditions insalubres. Le transport, ben, pour les gens qui sortent de Montréal-Nord pour aller à d'autres endroits, ben, le transport est beaucoup plus long. Et en plus de ça, on vit dans un endroit où il y a une grande densité de population. Donc, quand il y a une plus grande densité de population, ben, les risques de contagion, comme on l'a vu, sont beaucoup plus élevés. Et en plus, on a reçu une grande portion de migrants dans la vague qui s'est produite vers 2017-2018, quand Donald Trump a décidé de changer les mesures par rapport à certains pays, dont Haïti. Et Montréal-Nord a reçu environ 50% de migrants. Déjà, on était des organismes qui avaient un sous-financement. On est reconnu pour être un endroit où le financement à la mission est beaucoup plus bas que dans d'autres quartiers. Et pourtant, on doit quand même intervenir avec ces enjeux-là. Et nous, comme organisme à travers Woodstock, ben, on parlait depuis longtemps de racisme systémique en tant que chose. Je me rappelle qu'on en parlait il y a 12 ans, les gens disaient « Ah, ben, c'est quoi ça, le racisme systémique? » Et encore maintenant, il y a des gens qui refusent de nommer cette chose-là qui nous affecte aussi. Mais on parlait aussi de fracture numérique. On créait des forums pour jaser de tous ces enjeux-là auprès de la population. Et ce qu'on a décidé de faire suite à la mort de Freddy, excusez-moi pour faire ce long parcours-là, pour revenir ici, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'il y avait beaucoup de frustration suite à la mort de Freddy. Il y a eu des émeutes. Et nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait
l'année suivante parce qu'on ne voulait pas revoir une situation où est-ce qu'il y allait avoir des émeutes qui allaient se reproduire. Et comment qu'on utilise cette énergie-là, qui peut être vue comme une énergie négative de la part de la jeunesse, et comment on la canalise, puis on la récupère et on bâtit quelque chose avec ça de positif. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer le Forum social de Montréal-Nord, le premier forum social pour regrouper des organismes, la jeunesse, des partenaires du milieu, et d'aborder ces questions-là. Et on a fait 6 forums jusqu'à aujourd'hui. Et ces consultations-là nous ont permis d'essayer de trouver des solutions quant au quartier, autant pour les différents enjeux qui ont été mentionnés. Donc, en arrivant avec la crise de COVID, il y a quelques mois de ça, on avait déjà travaillé sur certains enjeux, dont un comité de leadership, parce que aussi, il faut bâtir la confiance, il faut créer un comité de leadership auprès des jeunes. Donc, il y a des choses qui étaient déjà mises en place pour nous permettre de pouvoir réagir quand même assez rapidement. Et on a eu la chance aussi d'avoir une subvention de la part d'une fondation, pour ne pas nommer Saputo, qui nous a permis de structurer un peu notre organisme aussi, pour pouvoir avoir un départ beaucoup plus efficace. Et quand la crise nous a frappés, ben nous, depuis le début, on se disait, il faut faire attention, on participe à la table de quartier, ça va nous frapper. On parlait avec les politiciens du quartier, on disait, il faut faire attention, ça va nous frapper fortement parce qu'on a des travailleurs qui voyagent loin, on a des travailleurs qui sont des travailleurs de première ligne dans le milieu de la santé, et ainsi de suite. C'est sûr et certain que Montréal-Nord va être frappé par ça. Et la première semaine, on attend des résultats. La deuxième semaine, on donne des solutions. On dit qu'il faut des corridors sanitaires, il faut qu'on déploie des brigades pour distribuer des kits de santé. Et on attend 3, 4, 5, 6 semaines. Et c'est normal que ça a pris un temps quand même assez long de la part de certaines institutions pour qu'il y ait des actions qui soient déployées sur le terrain. Mais nous, dans cette entente-là, on voulait vraiment freiner la propagation du virus. Donc, on s'est dit, ben, il faut qu'on soit tout de suite sur le terrain. On a déployé ce qu'on appelle une brigade d'anges gardiens du HOOD, donc des anges gardiens du voisinage, avec le comité de jeunes, pour commencer à faire la distribution de kits sanitaires. Parce que quand tu vis dans une aussi grande proximité, bien, dans ton logement, il y a beaucoup plus de chances que tu contractes le virus juste en sortant de chez vous. Mais après ça, il faut que tu ailles travailler. Tu prends le métro, tu prends l'autobus, le métro, tu te rends dans ton lieu de travail, tu vas travailler jusqu'à l'extérieur, donc les chances de contamination sont plus grandes. Et les gens n'ont pas le luxe de vivre dans un sous-sol pour essayer d'éviter des contacts avec la famille si jamais ils ont contracté le virus. Donc, c'est pour ça qu'on a vu une contraction beaucoup plus grande. Et nous, on a agi directement sur le terrain par rapport à ces enjeux-là sans attendre. Et ça a mis un poids énorme aussi sur nos épaules parce qu'il ne faut pas se mentir, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de venir à Montréal-Nord pour des raisons tout à fait légitimes. Il y a des gens qui ont des enjeux de santé qui sont beaucoup plus criants, je pourrais le dire. Il y a des gens qui avaient juste peur de contracter le virus. Et Montréal-Nord était quand même stigmatisé comme étant l'endroit où on était le plus frappé. Donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient ces craintes-là, même au sein de la fonction publique de Montréal-Nord, des gens qui travaillaient là-bas. Donc, nous, dans nos interventions, ben, on se disait, ben, en étant plus près de la population, en ayant des gens qui vivent dans le quartier, déjà ils vivent cette situation-là, donc ces craintes-là sont déjà moindres pour nous. Et ça fait en sorte qu'on était beaucoup plus efficace dans le déploiement des actions qu'on a faites. Et c'est ça. Et c'est un peu, je sais que le temps est en train de filer, je vois que Félix le regarde aussi. Et c'est un peu pour ça qu'on a décidé de mener certaines actions, mais en même temps, on a déposé un plan. Parce que c'est drôle, parce que moi, je me ramasse dans un organisme communautaire et je dois faire un plan stratégique pour répondre aux enjeux de COVID, donc comprendre un peu plus la situation, parler avec des docteurs, parler avec les intervenants du milieu, parler avec la table de quartier, parler avec les politiciens et politiciennes, voir tous ces différents enjeux. Et en même temps, on est connecté très près de la population. Donc, comment qu'on diffuse ce message à leur égard? Donc, c'est ça. Et c'est ce qu'on a quand même réussi à faire en déposant un plan qui va faire en sorte qu'on veut parler dans les gens directement dans leurs immeubles pour voir c'est quoi leurs besoins, analyser ce qu'ils vivent, autant les différents enjeux de logement, salubrité, autant les enjeux de voir si les propriétaires prennent soin de leurs locataires et s'assurent de nettoyer justement leur building pour s'assurer de réduire la contamination, autant de voir les enjeux de santé alimentaire. Donc, on veut vraiment faire une documentation pour voir bon, ben, comment on peut faire une approche beaucoup plus efficace dans le futur parce qu'on fait vraiment ce travail grassroots. Donc, les enjeux de Montréal-Nord, pour nous, étaient déjà présents avant la crise. Et il y avait déjà une crise avant celle du coronavirus. On a vécu une crise qui a juste exacerbé ce qu'on avait déjà identifié comme étant problématique. Et tous ces enjeux-là que j'ai mentionnés auparavant, qui sont systémiques, bien, ces enjeux-là ne vont pas disparaître à la fin de cette crise-là, malheureusement. Il va falloir quand même les adresser. Et quand on pense aux enjeux aussi de sous-financement dans notre quartier, qui sont multiples,
que beaucoup d'organismes aussi n'ont peut-être pas le temps aussi de formuler des demandes de subventions parce qu'ils sont tellement en train de répondre à un besoin direct, primaire dans le quartier. Bien, ça fait en sorte qu'on ne va pas prendre le temps d'aller faire des demandes auprès de certains bailleurs de fonds, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a vraiment apprécié le travail qui a été fait par les différentes fondations qui sont venues dans le quartier pour nous ouvrir cette porte-là, parce que ce n'est pas quelque chose que moi j'ai vu dans le passé pour y travailler depuis les 12 dernières années. Donc moi, je célèbre quand même ce travail-là de support que j'ai senti au cours des dernières années. Je pense que c'est absolument nécessaire. Je pense que c'est quelque chose qui doit être répété et je pense que c'est quelque chose qui doit se poursuivre aussi pour s'assurer non seulement de freiner la deuxième vague, mais de freiner aussi tous les enjeux qui étaient présents dans le passé, dans ce quartier-là, et de continuer à co-construire pour faire en sorte que les inégalités qu'un quartier comme Montréal-Nord est en train de vivre depuis déjà plusieurs années, mais qui commencent à être transformées pour faire en sorte que ce quartier-là soit un exemple de succès pour les autres endroits. Parce qu'on a tous les enjeux systémiques du Québec qui se ramassent dans ce petit quartier-là. Et si on commence à les adresser à cet endroit-là, bien, ça peut être un exemple pour tous les autres arrondissements, puis un exemple pour le reste du Québec. Donc, nous, on est vraiment enthousiasmés de voir ces efforts-là et on espère qu'on va pouvoir collaborer encore plus longuement avec vous pour pouvoir nous permettre de cette situation-là de crise qui était présente avant la crise. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas pour m'en poser. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre. Donc, merci de m'avoir permis de parler pour ces quelques moments. Merci beaucoup, Will. Merci de nous avoir projetés pendant quelques instants à Montréal-Nord, parce que c'est ça, souvent on est virtuellement impliqué dans la résolution de crise, mais il y a des gens qui sont sur le terrain justement pour agir. Nous, ce qui nous avait particulièrement interpellé par la démarche d'Audistock, c'est justement cette idée de mobilisation communautaire, vraiment sur le terrain, de faire cet arrimage-là qui est pas présent partout, on l'a constaté à Montréal. Donc, ça prend des gens, il y a eu beaucoup de bénévoles qui ont été mobilisés. Je vais y revenir justement dans la présentation parce que c'est quelque chose qu'on a essayé d'encourager dans les autres arrondissements où des plans d'action ont été conçus. Alors, je reviens justement à Montréal-Nord, plus dans la structure justement de cette coordination-là. On a à Montréal-Nord une équipe qui s'appelle la cellule collaborative. Et c'est une cellule qui s'est constituée pour répondre à la crise. Et il y a dans la cellule la direction d'arrondissement, la directrice Rachel Lapérière qui gère ces comités, le directeur général de la table de quartier et d'autres membres de la table, un représentant du CIUS du nord de l'île de Montréal, une représentante de la Direction régionale de santé publique, qui est la personne qui est responsable des communautés ethnoculturelles. Ensuite, on a certains acteurs bailleurs aussi à l'heure actuelle avec les fonds d'urgence tels que Centraide et les fondations philanthropiques Canada. Et finalement, la Croix-Rouge qui s'est jointe à cette cellule tout récemment. Et cette cellule avait déjà mis en place les bases d'un plan d'action. C'est ce qui fait que quand on a commencé à collaborer avec la cellule, il y avait déjà les ferments de ce qui allait devenir le plan d'action sur lequel on travaille en ce moment. Et la table de quartier, elle, a décidé de se constituer en centre opérationnel, finalement, pour la gestion de crise, avec comme idée qu'il y allait avoir des relais dans différentes organisations, donc 50 relais, 50 agents qui allaient pouvoir faire le travail terrain, faire remonter l'analyse des besoins, travailler à la sensibilisation, accompagner la population qui a besoin d'être dépistée, aider également pour tout ce qui touche à l'isolement, notamment pour les ressources dont les gens pourraient avoir besoin. Alors, vous voyez, il y a presque tous les secteurs sont interpellés dans cette initiative. Le travail de rue, donc Audistock, qui a lui-même son plan stratégique pour se déployer sur le territoire, le dépannage alimentaire, le soutien aux aînés, le soutien aux familles, le soutien à l'immigration, notamment les enjeux qui touchent à la langue et aux sensibilités culturelles pour pouvoir faire passer les messages, et d'autres secteurs, donc la CEDEC qui touche
justement aux questions d'employabilité. Donc, c'est vraiment quelque chose d'holistique pour Montréal-Nord. Je vous donne aussi un exemple du plan qui va être déployé pendant les 4 prochains mois. Ce plan-là touche aux 5 catégories d'intervention que je vous ai présentées au début. J'ai mis également, pour que vous ayez une idée, là, les montants qui ont été alloués pour ces travaux-là. Alors, il y a toute la création du centre de soutien opérationnel de la table de quartier. Il y a la mise sur pied de l'équipe d'accompagnement du plan d'action concerté avec des agents qui vont appuyer les 50 relais communautaires, des gens qui vont venir en renforcement de capacité avec un appui additionnel de la Croix-Rouge et un soutien aussi en suivi évaluation qui va être fait par la table de quartier. Pour tout ce qui touche à la prévention et au contrôle des infections, on a le soutien aux équipes communautaires sur le terrain pour le porte-à-porte, pour les campagnes médiatiques. On a le travail de proximité aussi avec les aînés, avec les jeunes, avec les personnes issues de l'immigration. Et ça, c'est vraiment, pour en avoir discuté avec la Direction régionale de santé publique, ce sont les priorités en fait. On s'attend à ce que les éclosions soient plus nécessairement, en tout cas les éclosions qui vont nous surprendre, soient plus nécessairement juste en lien avec les milieux de la santé, mais qu'il va y avoir aussi des éclosions dans certains endroits qui étaient plus atypiques, si on veut, dans la première vague. Il y a l'approvisionnement en masques réutilisables pour protéger la population et puis appuyer les campagnes de sensibilisation. Ça devient de plus en plus important à mesure qu'on établit des obligations comme la toute récente de mettre des masques dans les transports en commun. Il y a l'aménagement des lieux de travail dans le milieu communautaire notamment. Donc là, Architectes sans frontières le fait pour le centre de soutien opérationnel. Et nous, on est en discussion avec eux pour que ça puisse s'étendre à d'autres organismes dans l'aménagement-là pour que tous les travailleurs et travailleuses du milieu communautaire puissent travailler en sécurité. Et puis enfin, l'aide aux personnes en confinement. Alors là, on peut penser à l'épicerie, on peut penser à de l'achat de biens, du dépannage pour aller acheter des médicaments, de l'aide aux familles. Donc cet aspect-là, justement, est en coordination. On veut qu'il soit très, très bien coordonné avec le CIUS. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti là, dans la création du plan d'action. Pour ce qui est de la détection des cas, on veut aussi que les brigades et les agents relais sur le terrain puissent appuyer les citoyens qui ont besoin d'aller se faire dépister, notamment en les aidant au niveau de l'information, savoir où et quand ont lieu les cliniques de dépistage. On a également la facilitation de transport avec des coupons taxis qui permettent aux gens de se rendre. Le développement d'une stratégie locale de dépistage avec l'Université McGill qu'on va proposer au CIUS-NIM pour voir si on peut justement être plus proche de la population quand on déploie certaines unités de tests. Est-ce qu'on peut tester également certaines catégories de travailleurs qui sont plus à risque? Et enfin, l'ajout d'une clinique mobile. Alors, on appuie le CIUS-NIM pour, dès cette semaine, remettre en fonction une clinique mobile de dépistage. Pour ce qui est du traitement, la maladie, on agit plus, non pas dans le secteur santé à proprement parler, mais plus en soutien psychosocial. Et dans le plan initial, c'est particulièrement pour les aînés. Par contre, il y a des perspectives pour travailler auprès de d'autres catégories de personnes, notamment les jeunes. Pour ce qui est de la recherche et l'innovation, vous verrez qu'il n'y a pas de montant ici. En fait, le montant a déjà été dépensé. On a fait un sondage sur les attitudes et comportements de la population nord-montréalaise. Et ça nous a permis vraiment de comprendre quelles sont les attitudes, les comportements des gens par rapport au dépistage, par rapport aux gestes barrières, au port du masque. Donc, il y a plus de 1000 personnes qui ont été sondées à Montréal-Nord. Juste peut-être une des choses clés qui est ressortie de
ce sondage-là, c'est qu'à Montréal-Nord, les gens nous disaient « on ne va pas se faire tester pour nous-mêmes, on va se faire tester pour les autres ». Donc ça a été un constat qui semble simple, mais qui est majeur si on veut communiquer efficacement avec la population. Et puis c'est justement ce genre de constat-là, quand on l'a partagé avec la santé publique, avec le CIUS, je pense qu'il est assez percutant, qui permet justement d'ajuster les stratégies de communication. Le coût de mise en œuvre, parce que là, vous avez vu certains coûts pour Montréal-Nord, mais si on extrapole et qu'on regarde qu'est-ce que ça coûterait de mettre ces plans en œuvre pendant les 4 prochains mois pour se préparer à une deuxième vague, nous, on croit que ces plans-là sont essentiels. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des actions qui ont été faites de manière ad hoc sur le territoire, mais qu'en regroupant les acteurs, on est capable d'avoir une plus grande portée, un plus grand impact. À Montréal-Nord, ce que je vous ai présenté, le coût total pour les interventions, c'est de 403 000. Et pourquoi un montant plus élevé? C'est qu'il y a d'autres stratégies de sensibilisation plus poussées qui nous ont été proposées, notamment Woodstock qui souhaite faire une intervention porte à porte dans les immeubles, dans tous les immeubles, les 850 immeubles de Montréal-Nord. Donc là, on parle vraiment d'une stratégie de mobilisation fine. Et on pense que ça pourrait être intéressant de l'expérimenter. D'ailleurs, s'il y a des fondations qui voient cela comme étant intéressant, on pourra en reparler. Il y a également tout ce qui est la sensibilisation des jeunes là-dedans et également les personnes issues de l'immigration. Donc, c'est pour ça que vous voyez cette fourchette. Pour Huntsic Cartierville, le plan qu'ils nous ont proposé est de 328 000 un plan qui est peut-être, je dirais, un des mieux ficelés qu'on a pu voir jusqu'à maintenant pour avoir travaillé avec les autres arrondissements dans l'élaboration des versions préliminaires. Et les 4 autres arrondissements, les fourchettes auxquelles on s'attend, c'est entre 200 et 500 000 chacun. Donc, on parle d'un montant total pour 4 mois dans les 6 arrondissements les plus touchés qui va être entre 1,5 et 3 millions de dollars. Que faisons-nous également au niveau thématique? Donc là, je vous ai présenté le volet plus territorial. Mais avant même d'entrer dans le détail de tout ça, j'aimerais inviter Claire Trottier à nous parler des initiatives qui se sont faites, surtout sur la détection. Hein? Donc, c'est des choses là, qui touchent notamment aux tests, au laboratoire, au traçage des contacts. Et ce n'est pas spontanément ce dans quoi les fondations se sont jetées dans la réponse à la pandémie. Alors, Claire, si tu veux nous partager en fait comment ce parcours et puis pourquoi on en est arrivé à faire ce genre d'intervention. Oui, merci Félix. Alors, je vais garder ça assez bref, mais c'est ça, notre but, c'est vraiment de trouver des façons d'agir pour augmenter le nombre de tests de dépistage et puis améliorer le processus de traçage des contacts, puisque ces 2 éléments-là sont vraiment clés pour pouvoir identifier les éclosions, surtout quand on s'en va vers potentiellement vers une deuxième vague. Il faut vraiment être capable de détecter rapidement des cas pour prévenir des éclosions beaucoup, beaucoup plus larges. Donc, si on pense à un feu de forêt, s'il y a des petits feux qui partent dans des communautés, on veut vraiment les détecter rapidement pour essayer de faire en sorte que ça ne cause pas un feu énorme de quartier. Et puis, donc, on a travaillé très, très fort depuis les derniers mois à trouver des leviers pour avoir un impact là-dessus. Et puis, je pense qu'il y a 3 points sur la diapo ici. Alors, on a réussi à parler à des gens au sein de M3S qui sont responsables pour tout ce qui touche au dépistage, l'approvisionnement en matériaux, la stratégie elle-même. Et à travers nos discussions avec eux, ils nous ont demandé
de les aider à trouver une solution pour fabriquer des écouvillons ici au Québec. Ces écouvillons sont très, très, très importants pour pouvoir dépister beaucoup, beaucoup de gens par jour. Et puis, ils ont eu beaucoup de difficultés à s'en procurer. On s'attend à avoir plus de cas dans le futur, donc c'est important d'avoir une source locale. Et puis, à travers nos autres conversations en parallèle qu'on avait, on était en conversation avec des gens de Polytechnique, incluant Dr. Samuel Bassetto, qui a une équipe d'ingénieurs qui travaillaient justement sur différentes solutions à la production de matériaux, incluant les écouvillons. Donc, on a réussi à faire une connexion entre l'équipe de Polytechnique et le M3S en espérant que ça puisse aboutir à une solution où on pourra produire des milliers d'écouvillons au Québec par jour pour fournir aux besoins du Québec, du territoire au complet. Donc, si on réussit à avoir ce projet-là jusqu'à la fin, ça pourrait avoir un effet vraiment majeur. En ce qui concerne la connexion de la stratégie de dépistage plus globale au territoire, on pense qu'il y a matière à améliorer la façon que les gens sont testés vraiment au niveau territorial, comment les personnes qui travaillent dans les milieux frontline et les gens qui travaillent dans les industries manufacturières, dans les épiceries, etc., par exemple, pourraient être testés de façon plus proactive. En ce moment, le dépistage est vraiment fait. Les gens se pointent eux-mêmes pour se faire tester. C'est une motivation personnelle ou pour protéger les autres qui motive les gens à aller se faire tester, mais c'est vraiment pas une stratégie active où on va chercher les gens qu'on croit qui sont plus à haut risque pour les tester de façon plus stratégique. Alors, nous sommes en cours pour développer une stratégie pour faire ça et faire un projet pilote pour voir si ça fonctionne. Et puis finalement, en ce qui concerne le traçage des cas, c'est un aspect extrêmement important pour identifier rapidement les contacts de quelqu'un qui est infecté. Parce qu'on sait, c'est que si par exemple, moi, je suis infectée de la COVID-19, je peux transmettre le virus avant d'avoir des symptômes. Donc, je peux être présymptomatique, pas avoir de symptômes. Je vois Félix et puis je lui transmets le virus sans le savoir. Je donne positif, j'ai un test. Il faut que les traçages des cas se fassent pour que Félix et tous mes autres contacts soient mis en isolement, juste au cas qu'ils aient attrapé le virus. Il faut que ça soit fait très, 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 très rapidement pour avoir un effet, pour vraiment stopper la chaîne de transmission. Donc, il faut des enquêteurs très bien formés qui sont en mesure d'agir rapidement et de façon appropriée aussi dans différents milieux culturels, savoir comment agir auprès des jeunes, savoir comment agir auprès de différents groupes qui ont parfois aussi des contraintes, que c'est difficile de se faire isoler, ils n'ont peut-être pas accès à la sécurité alimentaire, alors il y a toutes sortes d'enjeux liés au traçage des cas. Donc, nous sommes en discussion avec l'INSPQ pour développer des modules de formation additionnels pour mieux outiller les enquêteurs et servir à améliorer le processus de traçage des cas. Alors voilà, je vais laisser la parole à Félix. Merci beaucoup. Merci Claire. Et pour nous éclairer aussi sur un autre type d'intervention, on parlait de santé mentale, de soutien psychosocial. J'aimerais inviter Ève Beauchamp et Lise Roche à nous parler de l'initiative Tous ensemble. Oui, bonjour. Merci Félix. Alors, Tous ensemble, en fait, quand le confinement a débuté à la mi-mars, je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont reçu des demandes de tablettes et pour les patients en isolement au début. Et on se rendait compte que quand on recevait ces demandes-là, c'était un peu difficile pour les organisations de déterminer c'était quoi les besoins, que ce soit le nombre de tablettes, quel genre de programmation, comment la logistique pour connecter les patients avec leur famille par FaceTime, par Zoom, etc. Et au même moment, on a entendu parler d'une organisation, en fait une initiative qui s'appelle Tous ensemble. C'est 3 personnes qui travaillent dans le milieu de la santé. En fait, une consultante en gestion de la santé, un étudiant en médecine et une médecin qui se sont mis ensemble, qui ont trouvé des tablettes, ils ont eu un don de 400 tablettes qu'ils ont programmées et qui ont circulé dans les hôpitaux et des CHSLD. Ils formaient le personnel traitant pour être capable d'aller dans les chambres des patients de façon sécuritaire et connecter ces patients-là à leur famille.
Alors, en quelques semaines, de façon complètement bénévole et gratuite, ils ont été capables de connecter, ils ont eu 400 tablettes, 21 hôpitaux, environ 60 CHSLD et résidences pour personnes âgées. Alors, on trouve, c'est un service qui est clé en main, qui est très efficace, une belle initiative. On aimerait ça les aider à devenir une organisation qui est permanente parce qu'on le voit, la connectivité, ça répond à plusieurs besoins et plusieurs populations. Au début, c'était des patients isolés, mais on voit les personnes âgées. Maintenant, toute l'éducation qui s'en va vers ça, la télésanté. Alors, on trouve que c'est une belle organisation, puis on aimerait ça les aider. Donc, on a fait circuler un peu leur projet à quelques fondations. Mais je vais laisser Lise vous parler, Lise Roche, qui est conseillère à la Fondation Mirella et Lino Saputo, vous parler des objectifs et des besoins à long terme de Tous ensemble et donner un exemple. Merci. En fait, merci Ève. Depuis qu'ils sont devenus un organisme là, avec peu de moyens, parce que le départ s'est vraiment fait à partir de dons de tablettes, ils ont réussi à couvrir 21 hôpitaux au Québec, 105 CHSLD résidences pour aînés, 4 projets de gériatrie sociale, donc pour des personnes âgées à domicile, 5 résidences, personnes handicapées et centres de jour, pour à peu près 1000 appareils là, qui ont été implantés. Outre les relations sociales, ils font également maintenant des projets de télésanté et de télémédecine. Donc, on pense à toutes les personnes qui n'ont pas pu poursuivre là, leurs activités, leurs rendez-vous médicaux pendant cette période-là, qui maintenant peuvent le faire. Et là, ce qu'on souhaiterait, ce serait d'avoir un CHSLD, faire un test dans un CHSLD qui n'a pas le Wi-Fi, parce que maintenant, toutes les CHSLD qui restent, c'est ceux qui n'ont pas de réseau. Fait qu'on a des difficultés supplémentaires d'implantation. Faire également une école pour enfants avec handicap, parce que c'est des clientèles qui ne sont pas retournées encore à l'école et qui probablement ne retourneront pas à l'automne. Fait qu'il faudrait déjà qu'on commence à tester la faisabilité de ce service-là. Fait qu'il manquerait là, pour poursuivre le projet, là, à peu près 240 000 $. Fait que s'il y a des fondations qui sont intéressées à se joindre à nous, mais on travaille le projet là, dans son ensemble là, pour faire en sorte que toute l'expertise qui se développe d'un côté et de l'autre se parle. Fait que vous êtes les bienvenus. Merci Lise, merci Ève. En fait, ça, c'est une des initiatives qui était d'un grand intérêt justement parce qu'elle est née pour des besoins spécifiques qui existaient avant la pandémie, mais qu'on a pu voir exacerbés. Donc, toute la question du lien entre les patients et leurs familles qui demeure. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, un de ces bijoux là, d'intervention qui, avec une petite équipe, a été capable de faire de grandes choses. Je reviendrai aux autres types d'interventions. On a vu en détection, on a vu aussi une partie en traitement, mais ce qu'on a fait en coordination et influence. On a eu des liens forts qui ont été établis avec les 3 paliers de gouvernement. Au départ, plus facile au niveau fédéral et municipal, mais graduellement avec des contacts plus forts, plus étroits au niveau provincial, notamment avec la ministre Rouleau qui va avoir un rôle important à jouer dans la coordination de la réponse en santé dans la région montréalaise. On a également établi des partenariats avec un partenariat qui est signé avec le CIUS du nord de l'île de Montréal, ce qui nous a permis notamment de faire cet appui pour recommencer les cliniques mobiles, et un du même type qui est en négociation avec le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. On travaille également sur certains enjeux plus long terme. On a débuté certaines discussions avec l'Association pour la santé publique du Québec pour soutenir les investissements en santé publique. Alors, la crise a révélé ce besoin de réinvestir en santé publique pour le bien de tous. En prévention et contrôle, alors là, il y a l'appui à la Croix-Rouge pour le soutien aux activités dans les arrondissements. Et la Croix-Rouge a décidé également de mettre de ses propres moyens pour pouvoir faire ce type de renforcement de capacité au plan d'action, et notamment la mobilisation communautaire. Et on est en train, puis ça c'est tout préliminaire, là, c'est presque un scoop, on est en discussion
notamment dans le cadre là, de notre partenariat avec le SUSNIM sur la rédaction d'un guide d'aménagement sécuritaire pour les CHSLD privés et les résidences pour aînés. On a vu détection, traitement, en plus de tous ensemble. On est en train de réfléchir à ce qu'on a vu comme une lacune, qui est le manque d'une stratégie de réponse en santé mentale globale, qui nous permettrait de voir comment la question de la santé mentale est couverte en ce moment au Québec, sachant que les besoins sont beaucoup plus grands qu'avant, qu'il y a des besoins criants, autant dans des aides qu'on pourrait qualifier de plus légères, comme des appels amicaux, mais également des soutiens plus poussés pour aider les gens qui sont en situation de dépression, d'anxiété, voire même des problèmes psychologiques plus importants. Et finalement, en recherche et innovation, je vous ai parlé tout à l'heure du sondage qu'on avait fait à Montréal-Nord sur les attitudes et comportements, mais il y a un intérêt dans d'autres arrondissements de faire ce même type de sondage pour voir comment la population se situe par rapport à la pandémie, comment les gens agissent. Et finalement, puis ça c'est une initiative assez porteuse, on vient d'accorder un soutien à l'amélioration de la plateforme de recherche CanCovid, donc un soutien par la Fondation Trottier d'une plateforme pan-canadienne. D'abord, ce qui va permettre de briser un peu les deux solitudes pour le partage de la recherche, donc des liens facilités entre chercheurs, mais également, il y a tout un volet pour mieux communiquer les risques de la COVID-19 aux populations à risque et aux populations marginalisées. Puis enfin, il y a un autre volet qui était tellement apprécié par le gouvernement fédéral qu'ils ont décidé de le financer, c'est la vulgarisation de la science pour les décideurs. Donc, il y a différentes notes de brefage sur des aspects clés de la COVID-19 qui sont en cours de production. Il y en a déjà 4 de produites. Alors, après avoir vu tout ça, quelle est la valeur ajoutée de la philanthropie dans une réponse à la pandémie de COVID-19? Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une place aux côtés de l'État, mais une place importante pour des interventions avec les forces des acteurs philanthropiques, notamment la capacité de mise en réseau. L'exemple de la Croix-Rouge, qui au départ n'était pas dans les arrondissements, mais qui, après avoir été sollicité, après qu'on ait présenté les besoins, et maintenant aux côtés de la table de quartier de Montréal-Nord, on a vu ça comme une victoire. Il y a aussi le soutien agile et rapide qu'on peut donner à l'État. On pense à la solution de production des couvillons. En l'espace d'à peine 3 semaines, on est passé d'une discussion initiale avec le ministère de la Santé et des Services sociaux à demain une présentation, demain, cet après-midi, une présentation de la solution de Polytechnique pour qu'on puisse développer une capacité québécoise de production. En troisième lieu, il y a la résolution de problèmes complexes dans l'urgence. Alors, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a parfois des aspects stratégiques, il faut pouvoir s'y pencher, il faut pouvoir y mettre le temps. La stratégie locale de dépistage, c'en est un bon exemple, avec notamment l'Université McGill qui avait la capacité de réaliser des calculs complexes, de regarder comment ça pourrait se déployer sur le territoire. Et là, on va pouvoir faire cette présentation au CIUS du nord de l'île de Montréal pour effectivement la mettre en action. Il y a l'intégration d'innovation. On a parlé de tous ensemble avec les tablettes configurées pour les besoins, notamment des aînés, avec des applications qui leur permettent de rester actifs cognitivement, voire même dans certains cas physiquement. Et toute cette personnalisation là, du service où on ne fait pas qu'un don, mais vraiment on s'assure que l'équipement arrive à la bonne place. Il y a l'aide à la communauté par l'entremise des plans d'action. On pense que ça va aider les communautés à faire face à la crise à court terme. Et on pense que ce même genre de démarche pourrait être utilisé également pour préparer le relèvement à moyen et long terme.
Quelques exemples rapidement. On a constaté qu'il y a d'autres fondations dans le monde qui ont pris des rôles majeurs. On voulait en citer quelques exemples. La Fondation Rockefeller, qui, elle, a développé une stratégie nationale de dépistage pour les États-Unis, qui donnait en fait des objectifs ambitieux à atteindre pour les différents États. Les philanthropies Bloomberg, qui, elles, ont mis en place le cours pour le traçage des contacts avec l'Université Johns Hopkins. Ça, je crois que je ne l'ai pas mentionné, mais on est en discussion présentement avec l'Institut national de santé publique du Québec, justement pour réutiliser ce matériel-là pour bonifier la formation des enquêteurs de santé publique. La Fondation Bill et Melinda Gates et le Wellcome Trust, ensemble, ont lancé un accélérateur pour les thérapies pour la COVID-19. Et puis, finalement, en Chine, la Fondation Jack Ma et sa firme Alibaba ont mis sur pied une plateforme internationale d'échange entre experts médicaux qui s'appelle Global Med Exchange for Combating COVID-19. Alors, vous voyez qu'il y a des projets de grande portée et je crois que ce qu'on vous a présenté ce matin à l'échelle du Québec a aussi la prétention de pouvoir avoir des impacts majeurs. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour aller plus loin ensemble? Si ce matin, cette présentation vous a rejoint, ou si déjà il y a le germe d'un intérêt pour aller plus loin, nous, on est intéressés à en discuter avec vous, que ce soit pour soutenir les plans d'action dans les communautés à Montréal, ou que ce soit pour soutenir des initiatives thématiques. On aimerait également, une fois que toute cette force philanthropique va avoir été consolidée, pouvoir diffuser médiatiquement cette collaboration-là entre les fondations dans la lutte à la COVID-19, idéalement au courant de l'été. Et finalement, qu'on puisse travailler ensemble avec des mécanismes faciles, agiles, pour un suivi conjoint des progrès des interventions. Alors voilà, c'est ce qui conclut la présentation d'aujourd'hui. Et je crois qu'il nous reste un peu de temps pour les questions. Ah, et pardon, on avait en fait un moment clé là, que j'allais oublier. Je te vois, Andrew, tu étais prêt, tu étais sur le bout de ton siège. On avait avant un dernier mot d'Andrew qui va s'adresser à nous. Merci, Félix. Et puis, c'est vraiment juste quelques mots parce que c'est des questions qui sont importantes. Mais je trouve que ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est du travail incroyable de la part de tout le monde, dont Félix, pour montrer comment nos fondations peuvent être agiles, flexibles, vite sur le gâchet pour aider toutes sortes de situations. Et ça, c'est très important parce que souvent, on oublie que dans le système dont Will parle, les systèmes, ça prend du temps des fois. Et nous, on peut être là pour vraiment être entrepreneurial, participer aux innovations, reconnaître l'excellence et financer le développement de l'excellence pour Montréal, pour le Québec et pour le Canada. Alors, c'est ça. Je voulais juste dire ça, puis peut-être passer à Stéphanie qui va modérer questions-réponses, c'est ça? Merci, Andrew. Thanks, Andrew. Alors, on va passer à la période de questions. We're going to go to the question and answer period. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou dans le volet Q&A. Alors, on a eu une question de Karel. Bonjour, j'aimerais en savoir plus sur l'état de la collaboration avec la DRSP dans le projet. Oui, merci, Karel. Au départ, la collaboration avec la DRSP était surtout au niveau arrondissement, donc dans les cellules de crise où on se trouvait. Et on a eu la chance à Montréal-Nord de voir qu'il y avait déjà cette collaboration et déjà cette rétroaction de la DRSP à ce qui était proposé, au point où la Direction régionale de santé publique a décidé de formuler un projet spécifique pour appuyer, pour accentuer toute la stratégie terrain à Montréal-Nord. Alors ça, c'est en cours de formulation en ce moment.
Mais par la suite, on a réalisé que dans d'autres cellules de crise, dans d'autres arrondissements, il n'y avait pas ce lien, où il n'y avait pas nécessairement toujours quelqu'un de la santé publique. Alors nous, quand on a établi nos lignes directrices pour les plans d'action, on a demandé justement à ce que ce lien-là soit fait, parce que ça ne pouvait pas être déconnecté de la santé publique qui a un rôle majeur dans la réponse. Enfin, par contre, très récemment, hier, on a eu une réunion avec Dr. Drouin pour justement lui présenter les grandes lignes de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Elle a trouvé ça fort intéressant. Et on va continuer cette collaboration-là au courant du mois de juillet, justement, pour arrimer ces actions et puis aussi agir en complémentarité parce qu'on entre justement dans une autre phase de la pandémie. Il faut des actions plus précises, plus agiles et on espère pouvoir y arriver et contribuer aux actions de la santé publique par ce qu'on a fait et ce qu'on fera. Merci. On avait une autre question de Judy Martin, who wanted to know if you knew who was part of the ministry's new small panel looking at the next wave. There are 6 on the committee, and it could be used to the advantage to know who's on it. On était sur le point, en fait, de demander si on parle du niveau provincial, on était sur le point de demander une rencontre avec l'équipe du nouveau ministre de la Santé, justement pour pouvoir discuter de ce genre de choses. Au niveau régional montréalais, durant la conversation avec Dr. Drouin, il a été évoqué qu'on puisse collaborer avec la table intersectorielle régionale qui est en cours de reconfiguration. Alors, ça pourrait nous donner un lien plus stratégique, si vous voulez, avec les interventions dans la région de Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Are there any other questions? Moi, j'ai une question. C'est Andrew. Can you guys hear me? Yes? Oui. OK, good. Moi, ma question, c'est un de tes derniers slides, Félix, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut contribuer, comment les autres fondations peuvent participer. Je présume que c'est en communiquant directement avec toi pour dire on est là, on aimerait aider dans une des situations particulières ou est-ce que tu as un plan plus global? Je pose la question comme ça. Bien, il y a 2 façons. Oui, en me contactant directement, j'ai laissé mon courriel, mais il y a aussi par l'entremise des contacts que vous avez déjà dans les fondations. Donc, on parle des fondations Jarislovski, Molson, Saputo et Trottier. Donc, souvent, ce type de contact, si vous l'avez, ça vous permet d'approfondir le dialogue. On est allé rapidement ce matin sur certains points. Okay. Puis, on aimerait pouvoir aller plus loin, justement, dans les discussions éventuellement avec les représentants des différentes fondations pour pouvoir avoir un arrimage là, plus large de la philanthropie québécoise. OK, so you're asking us to spread the word. Voilà. Okay. Je peux juste ajouter un peu, Andrew, à ta question. Je pense que ce qu'on aimerait bien, c'est que d'autres fondations deviennent intéressées à contribuer financièrement parce que nous quatre, on contribue financièrement, on contribue aussi beaucoup dans notre temps avec des rencontres hebdomadaires pour essayer de s'assurer que le tout se dirige dans une bonne direction. Évidemment, Félix fait un travail incroyable. Mais j'espère que ce qu'on a démontré aujourd'hui, c'est qu'on a un impact vraiment majeur sur la réponse, surtout à Montréal, mais à travers le Québec. Vraiment, je vois que le soutien qu'on amène en particulier dans les arrondissements, avec les tables de quartier, les organismes communautaires, et en posant des questions et essayant de trouver des solutions dans les aspects stratégiques comme le dépistage et le traçage, ça a vraiment un impact majeur. Et puis, mais on ne peut pas le faire seul. Nous quatre, les 4 fondations, on peut en faire un gros morceau, mais on ne peut pas le faire seul. Mais c'est aussi une façon très différente de faire. Nous, dans notre fondation, d'habitude, on a l'habitude de recevoir des demandes de financement, puis on évalue les demandes de financement. Ici, on est vraiment dans le proactif. C'est une autre façon de faire, mais on découvre que c'est une façon qui a beaucoup, beaucoup d'impact. Et puis, j'espère vraiment qu'il va y avoir d'autres fondations qui vont vouloir se joindre à notre effort. Alors, c'est un peu
Mm-hmm. Et si justement, il y a des organismes non traditionnels, en fait, qu'on va appuyer, on pense à Tous ensemble et à cet égard, Fondation Philanthropique Canada peut se faire le relais des fondations pour appuyer ces acteurs non traditionnels. L'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'à travers tout ça, là, on pense pandémie, on pense santé, mais il y a quand même des interventions dans le transversal, si on veut. Quand on regarde l'appui qu'on va donner à Montréal-Nord, on va travailler sur la sécurité alimentaire, on va appuyer le fonds local, notamment pour qu'il y ait des ressources pour pouvoir aider les personnes qui sont en isolement, mais ça va aussi plus loin, c'est-à-dire qu'on aide le milieu communautaire de manière plus large. Même chose pour les aînés, même chose pour les jeunes. Donc, vous voyez, il y a différents angles qui peuvent vous rejoindre comme fondation dans cette action-là. Et sachant que si on n'arrive pas à éradiquer la maladie, les actions communautaires à plus long terme n'auront jamais leur pleine portée. Il faut qu'on arrive à stopper la pandémie. On voit qu'on n'a pas encore les interventions assez fines sur le terrain pour pouvoir le faire. Il faut raffiner le modèle d'intervention. Et le communautaire, puis là, on l'a vu avec Will, a un rôle majeur à jouer directement là, pour prévenir la maladie. Félix, j'ai vu une question dans les questions qui... c'était une question sur comment tu as pu faire un genre d'entente avec le CIUS du Nord, et te mettre dans différentes places. C'était en faisant des appels, en posant des questions. C'était parce que ce que j'admire beaucoup de l'initiative, c'est qu'on travaille avec les institutions comme Woodstock qu'on a déjà dans nos communautés. Et le CIUS, Woodstock, Centraide, Fondation Grand Montréal, on travaille avec. Et on est là pour aider et servir. Comment est-ce que c'est juste parce que tu es super talentueux ou est-ce que c'est d'autres choses? Comment est-ce que tu as fait ça? Non, c'est pas. Je pense, j'aimerais ça dire oui, mais en fait, c'est que les acteurs entre eux comprennent ce besoin d'agir en réseau. Nous, quand on est arrivé dans la cellule collaborative de Montréal-Nord, on a eu ces contacts avec l'arrondissement. C'est la mairesse Black qui elle-même a pris l'initiative de nous mettre en contact avec le CIUS. Mais on n'aurait peut-être jamais développé ce même partenariat si on était resté en contact avec l'équipe qui siégeait sur la cellule. Et là, on est allé directement auprès du PDG pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble. Et c'est là que ça va plus loin que juste faire, notre petit bonhomme de chemin. Il faut penser de manière stratégique et puis les acteurs aussi voient les opportunités. C'est comme un gros jeu de mise en réseau. Hein? Je pense que 90% de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'était de mettre les bonnes connexions ensemble, les bons acteurs ensemble pour pouvoir avancer. Et j'ai été estomaqué de voir que des milieux comme Montréal-Nord, comme Huntsic-Cartierville, en plein milieu de la crise, étaient capables de rédiger, de travailler de concert pour faire des plans d'action qui sont solides et qui peuvent déjà être mis en œuvre. Donc, il y a quelque chose de fort qui est en train de se faire dans les endroits où on agit. Merci. Alors, une autre question. Pouvez-vous nous parler de la mesure des impacts ou de l'évaluation des travaux? Donc, comment on va évaluer, en fait, les résultats, c'est ça? Ça, c'est presque une conversation qui mérite une autre heure de discussion. Mais pour vous donner une idée, dans les milieux où on agit, il y a certains indicateurs de santé publique qui sont très clairs, c'est-à-dire le nombre de cas, le nombre de décès. On peut voir également si les cas proviennent de milieux ouverts ou fermés. Donc, ça nous donne une idée, justement, est-ce que les cas se propagent dans la communauté ou est-ce que ça se propage toujours dans les institutions de santé? Donc, déjà, ça, c'est notre indicateur, ce sont nos deux indicateurs forts. Est-ce qu'on est en train d'aider à arrêter la transmission? Après, il y a plusieurs indicateurs intermédiaires qu'on va regarder. Notamment, on parlait tout à l'heure des sondages. On veut continuer à sonder la population, à savoir si on répond bien à leurs besoins, tant pour les aider, que ce soit pour le dépistage, que les personnes qui sont isolées, mais également pour d'autres besoins dans la communauté. Donc,
ce lien-là, quand on parlait d'agents relais, ben, c'est pour pouvoir aller capter tous ces besoins-là. On parle d'un grand nombre d'agents relais qui vont être mis en contact avec une personne qui fait juste le suivi évaluation. Puis ça, jusqu'à maintenant, tous les arrondissements pour les plans d'action travaillent là-dessus. Travaillent à mettre en place une capacité de suivi évaluation plus fine. Moi, personnellement, je veux juste répondre à cette question-là parce que notre fondation essaie de voir un peu les impacts des actions qu'on prend des fois. Et pour moi, oui, le court terme, on regarde ça, notre fondation, on regarde le court terme de façon très, très assidue. Mais comme Will a mentionné et Félix, moyen et long terme, on aime voir des situations où, par exemple, le CIUS du nord de Montréal a 2 ou 3 fondations hospitalières qui gravitent autour du CIUS dans l'intérêt de la communauté, qui continuent à faire leurs affaires, qui répondent à des besoins, parce que nous, on a l'habitude, de façon historique, à donner à des fondations hospitalières ou à donner à des fondations dans le domaine de l'éducation. Et on veut qu'eux, ils soient aussi perspicaces que nous sur l'impact social de ce qu'eux, ils font. Alors, ça aussi, je voulais le dire, je voulais le mentionner. Claude, tu voulais dire quelque chose? Oui, rapidement, lorsque je parlais avec la mairesse Black ou on parlait avec la table de concertation, même avec Will, je pense que l'idée des gens de Montréal-Nord, c'était véritablement de se préparer pour ce qui pourrait être une participation éventuelle dans un pic. Alors donc, on voyait vraiment la volonté de tous de faire en sorte que, comme je le disais tantôt, cette espèce de nouvelle façon de faire, de collaboration communautaire à grande échelle à Montréal-Nord servent à faire en sorte de bâtir des acquis qui vont servir pour la suite. C'est très important pour nous aussi. Je ne pense pas qu'on serait là si on était juste en situation d'urgence. L'idée, c'est qu'il faut penser à l'urgence, c'est ce qui vient après. Et notre investissement ou notre don dans Woodstock avant les fêtes, là, à l'automne, était justement pour permettre à un organisme qu'on jugeait nécessaire et pertinent à bâtir des capacités. Donc, je pense qu'il faut voir l'ensemble d'interventions qu'on fait actuellement comme une opportunité de développer les compétences des gens du quartier. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires? Je pense qu'on espère que cette collaboration entre fondations va être, elle est développée, elle a peut-être été accélérée avec COVID, mais on espère que ça va se poursuivre à long terme parce qu'on a la chance de pouvoir appuyer des initiatives, des organisations qui sont excellentes. C'est ça qui fait un peu une différence. On a parlé à plusieurs fondations, mais on espère vraiment que cette collaboration-là va se poursuivre et avec les organisations, mais avec les gouvernements, etc., pour essayer d'être le plus efficace et excellent possible. Donc, merci. Si vous me permettez, j'aimerais juste ajouter un petit mot rapidement, parce que je sais qu'il y a souvent eu des points de vue qui soulevaient des questionnements vis-à-vis Montréal-Nord. Et je pense que c'est nécessaire d'adresser ces enjeux-là aussi, de penser qu'il y a un problème de concertation parfois à Montréal-Nord. Puis je pense que c'est un bel exemple avec ce qui se produit présentement, qu'on est capable de travailler ensemble sur différents enjeux, malgré les idées préconçues qu'on a à l'égard d'une communauté, de certaines personnes, et de voir que ces actions-là peuvent porter fruit auprès de la communauté. Il ne faut pas l'oublier, Montréal-Nord, au cours des 10 dernières années, l'indice de défavorisation a juste augmenté continuellement. Et si on ne prend pas des actions dès maintenant pour cet arrondissement-là et d'autres endroits aussi à Montréal, plus particulièrement, je pense que cet indice-là va juste s'élever et les problèmes deviennent de plus en plus profonds, de plus en plus criants et demandent encore plus de travail aux gens qui sont là dans le milieu. Donc, c'est pourquoi et c'est vraiment important d'avoir une action qui peut être le plus concertée possible en respectant les gens qui travaillent dans le milieu, mais qu'on a ce partage-là de connaissances, de savoir et de voir qu'on peut travailler ensemble à élaborer quelque chose qui puisse freiner justement cet indice de défavorisation. Je sais que je prône beaucoup pour mon quartier, j'ai grandi, j'y ai vécu, mais je pense aussi que c'est un endroit qui peut être un modèle pour le reste du Québec. Donc, merci d'avoir pris ce temps-là. Merci, Will. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Non? Alors,
On vous remercie d'avoir participé à notre panel ce matin. Un lien vous sera envoyé avec l'enregistrement et la présentation de Félix-Antoine. Et comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un courriel à Félix-Antoine ou à d'autres membres du panel. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. Have a nice weekend. Thank you for participating.